Eh bien bonjour et bienvenue sur Happy TV Le Mag. Cette semaine, je vais vous faire découvrir un marché mixte. Nous irons aussi vous faire découvrir un port de plaisance. Nous irons à Émarques pour Émarques Gazelle. Et oui, pour le fameux cancer du sein qui dure tout le mois d'octobre. Sous la couleur rose, bien sûr, vous vous en doutez. Nous irons aussi ramasser les déchets et pas n'importe lequel. Vous allez voir que les mégots, c'est un vrai fléau. Ça sera aussi à découvrir, bien sûr. Et puis, vous aurez droit à un extrait sur le spectacle des Saintes Maries de la Mer pour le Retour des Saintes qui a eu lieu le week-end dernier. Voilà, nous allons maintenant commencer. Et oui, par le marché. Et oui, vous savez, tous les étés, vous allez à la rencontre de ces marchés très conviviaux et chaleureux. Et bien, sachez que en octobre et en hiver, il existe aussi des marchés mixtes. Sur le marché mix, je propose pain viennoiserie, des produits artisanaux depuis 3 générations. Alors tout ce qui est complet, campagne à l'ancienne. Alors le marché mixte, il n'est pas là toute l'année, si? Le marché mixte, c'est le mercredi et le vendredi toute l'année. Toute l'année, mais pas, alimentaire, ouais. Pas que sur le port de Plaisance, puisqu'après vous allez sur les arènes. Voilà, on fait du coup, non, pas sur les arènes. Du coup, on est devant la police municipale le mercredi toute l'année, qui débute au pont, donc, et qui descend jusqu'au port rive gauche. Et un marché pour une commune, c'est la vie, quoi. C'est la vie, ouais. Très important, Marseille. Surtout pour les gens qui y habitent. Ça amène une certaine comment on dit, une certaine l'animation. Ouais, l'animation, et voilà. Puis aussi, vous avez beaucoup de commerçants, de producteurs, d'artisans qui amènent leur qualité aussi sur la commune. Vous achetez votre pain toujours ici? Ah, le vendredi, oui. Ah, ouais. Il est gentil, hein? Oh là là, il est très gentil. Et puis il est souriant, et puis du bon pain. Oui, c'est ça surtout. Il est très très bon. Non, non, mais toujours un petit mot, un petit geste aussi des fois, en fin de marché pour le pain. C'est mais il est vraiment. Mais parce que ce sont des commerçants, voilà. Et vous aimez venir sur le marché? Ah oui. C'est notre contact que d'aller dans un magasin. Ah ben, on fait les deux, mais on aime bien le marché. Oui. Moi, le vendredi, c'est ici. Et le mercredi, je prends surtout là-bas parce que je suis rive gauche pour transporter ces moellons, mais je passe par là. Ça fait une promenade aussi, hein? Oui. Tout à fait. Que si j'ai oublié surtout quelque chose. Aujourd'hui, vous avez annoncé une zone orange, non? Oui, toujours. Qu'il allait pleuvoir, regardez ce beau temps. Oui. C'est beau. Et c'est pas là-bas, il y a un microclimat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aime Gémeaux. En période de vacances, on adore se promener au bord de la mer et surtout de voir et de visiter ces ports qui accueillent de magnifiques bateaux. Voici un reportage que nous vous avons préparé sur le port nautique de Palavas et vous allez voir qu'on y mélange le port nautique version mer et le port fluvial. Avec Bruno Jean-Jean qui est donc directeur du port de plaisance de Palavas. Alors en quoi ça consiste la fonction de directeur d'un port de plaisance? Alors donc on a une structure que vous avez qu'on ira visiter ensuite avec multiples activités, l'accueil des bateaux que vous voyez derrière nous, la gestion du personnel. Et puis tout un boulot administratif et technique qui est inhérent à une entreprise. On peut considérer qu'un port de plaisance, c'est une entreprise avec plusieurs métiers associés à cette activité. Combien d'anneaux à Palavas? Alors il y a sur le port en mer, là où nous nous trouvons, nous avons 1100 anneaux. Mais dans Palavas, vous avez une liaison entre le port en mer et la base de Paul Riquet via le canal du Lez. Donc c'est le fluvial? Alors, il y a plusieurs parties. Donc on a la partie pêche qui est derrière vous et que vous pourrez voir tout à l'heure. Et puis on a la base de Paul Riquet
qui est le premier port de plaisance qui a été construit bien avant celui-là, dans les années, puisque moi j'étais gamin à l'époque, 60. Mais qui est toujours en fonction. Qui est toujours en fonctionnement. Et donc le port de plaisance regroupe au niveau géographique ces deux entités. D'accord. Et la capitainerie, donc c'est en termes d'effectifs, alors, ça représente combien de personnes? La capitainerie, si vous voulez, là où nous sommes, à l'étage, c'est toute la partie administrative, où il y a 6 agents qui travaillent pour tout ce qui est comptabilité, contrat, etc. En permanence, toute l'année? Oui. Ensuite, nous avons une partie accueil du public, où là, on accueille les plaisanciers, les premiers rendez-vous, prise de rendez-vous de zone technique, où là, on a une équipe qui tourne, puisque nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc voilà, ça demande un effectif en rotation. Et aussi du personnel technique, je suppose. Alors, du personnel technique se trouve sur la zone technique, avec différents métiers. Le levage des bateaux, puisque quand les bateaux sont sur l'eau, il faut bien les entretenir, et pour pouvoir les entretenir, il faut les mettre à terre. Et pour les mettre à terre, on a des engins de levage avec du personnel formé pour pouvoir sortir les bateaux. Donc l'effectif total 32 personnes. À temps complet toute l'année? Oui, à temps complet toute l'année. Et l'été, vous n'avez pas besoin de Alors renfort? l'été, on a du renfort essentiellement juillet-août pour muscler les secteurs qui accueillent du public, notamment l'accueil ici et au bassin. Nous avons, ce que j'ai oublié de préciser, nous avons à la base de Paul Riquet une grosse activité de halte camping-car qui est aussi sur notre périmètre. Sur le périmètre du port? Oui, sur la zone dont nous avons la gestion. Et qui génère en termes de passage régulièrement beaucoup de camping-cars. Vous savez, c'est une zone économique qui est en progression constante. Et parallèlement, mais essentiellement de mai à octobre, nous avons aussi le fluvial, du passage fluvial, puisque nous avons une base qui est susceptible d'accueillir jusqu'à 18 péniches de passage. Et puis le fluvial, ça prend... Alors le fluvial, c'est aussi une activité qui se développe, puisqu'on voit qu'on est en augmentation permanente, avec une clientèle sympathique, puisque très cosmopolite. D'accord. Alors les évolutions, on voit qu'il y a des travaux dans la capitainerie. Quelles sont les évolutions à court terme et peut-être à plus long terme? Alors, donc on va parler des évolutions à court terme. Donc nous avons le projet de rénovation des sanitaires complet, puisqu'on démolit l'existant pour reconstruire quelque chose un petit peu plus grand que ce qui existait avant, puisqu'on récupère des locaux techniques. Sanitaires. Voilà, et ça c'est à l'usage des plaisanciers, donc annuels, et de passage par partie estivale. On aménage l'existant, si vous voulez, on ne peut pas pousser les digues aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile. Nous on n'a pas prévu d'agrandir, mais bon, on réaménage quand l'espace nous en donne la possibilité, ce qu'on a fait de manière importante depuis. Voilà. L'activité nautique se porte bien, puisque déjà les chantiers français qui fabriquent du neuf, Beneteau, Jeannot, sont ça y est, on a l'impression qu'ils sortent de la crise. Et puis nous, les ports sont, pas que le nôtre, mais les ports de la région sont, voire même de France, en capacité vraiment de faire un accueil de qualité. Alors de qualité, et puis on est à peu près complet sur toute la côte. J'appréhendais d'avoir apporté des appareils pour mieux entendre, oui, mais comme tout le monde. Aujourd'hui, les appareils, on ne les voit quasiment plus. Pour être bien, il faut un appareil dans chaque oreille. Oui, c'est cher, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait Chin-Chin. On achète un premier appareil, et pour 1 € de plus, on a le deuxième. Il est offert, quelle que soit la marque, quel que soit le prix. Pour 1 € de plus, ouais. Entendre, c'est comme voir, c'est la vie. Vous les voyez ? Chin-Chin Audio, pour 1 € de plus, votre second appareil auditif. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux. Direction maintenant Émarc pour la toute première des marques Gazelle pour la lutte contre le cancer du sein. Vous allez voir que pour une première, c'était extraordinaire. Reportage en images.
bonjour, alors aujourd'hui Émar voit la vie en rose avec Émar Gazelle. Alors c'est pour une bonne cause, alors explique-nous l'objectif de ta course. Alors l'objectif de la course est de rassembler un maximum de personnes pour la lutte contre le cancer du sein, car j'ai été moi-même touchée par cette maladie l'année dernière. Et en étant élue de la commune avec l'adjointe au social, on a voulu créer cet événement-là. Donc j'ai co-organisé Émar Gazelle avec Maria Dolores, la directrice du CCAS. CCAS. Le CCAS, c'est le service d'action communale solidaire. Je ne sais pas exactement les lettres exactes. Donc le matin, il y a une course qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. Entre midi et deux, qui est en cours d'ailleurs. Entre midi et deux, il y a des animations dansantes et musicales qu'on entend juste derrière moi. L'après-midi, il y a des intervenants pour les mini-conférences. Il y aura 3 témoignages, dont le mien. Il y a mon chirurgien, le docteur Trantini, qui viendra témoigner cet après-midi. Et toute la journée, il y a des stands de bien-être, prévention, conseil, qui sont derrière moi également à la cantine. Et donc le choix du mois d'octobre, c'est pas pour rien, quoi. C'est le mois d'octobre rose. Voilà, parce que octobre c'est le mois qui est dédié pour le cancer du sein. Donc octobre rose, c'est tout le mois où on sensibilise les gens pour lutter contre le cancer du sein. Alors beaucoup de participants, hein. Oui, on est 400, suivi. Tout à fait, 471 au compteur pour 5300 habitants à Émar. Donc on a fait beaucoup de publicité via Facebook, via les diffuseurs comme Midi Libre, je les remercie d'ailleurs. Voilà, Super U des Margues également, il a diffusé dans les catalogues beauté des flyers. Donc tout le monde a joué les jeux, autant les associations que les entreprises locales, que les commerçants, Et c'est un grand succès. Et c'est un grand succès, j'en suis vraiment très très ravie. Lorsque vous allez découvrir ces images, vous allez faire « Bah, c'est dégueulasse ». Et oui, c'est vraiment dégueulasse. Un déchet par jour, c'est pour vous et c'est maintenant. Ça fait plaisir. Vraiment, bravo à Jérôme qui a organisé cet événement. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde Oui, très bien. Ouais. Est-ce que tout le monde comprend mon français? Ils sont 37 Anglais dans une école de Hertfordshire en train de ramasser les déchets. Bien sûr que ça pue, ça pollue, c'est... Donc en fait, tout dans... Alors nous sommes sur la plage de Palavas avec Jérôme qui fait aujourd'hui une opération citoyenne de nettoyage des rues et de la plage. Jérôme. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'opération éco-citoyenne Palavas Stop les mégots qui commence à 14 h. On essaie de réunir le maximum de monde parce que je me suis rendu compte, moi qui suis palavasien, qu'en utilisant le plan d'eau, en étant souvent sur la plage, en étant investi aussi de manière professionnelle dans le sauvetage en mer, que les mégots envahissaient les plages, envahissaient la mer et les rues de Palavas. Donc il faut savoir qu'un mégot pollue 500 litres d'eau et qu'avec le nombre de mégots qu'il y a par terre, il y a vraiment une urgence à éradiquer ce fléau. Alors tu préconises quoi pour l'éradiquer ?
Alors il y a plusieurs choses, donc déjà se regrouper d'une manière isolée ou collective pour faire des opérations de ramassage. Ensuite, mais la première chose, c'est qu'on arrête de jeter, donc on arrête de jeter les mégots par terre, qu'on arrête de jeter les déchets par terre, parce que dès qu'on jette un mégot par terre, dès qu'on jette un déchet par terre, tout finit en mer. Donc une autre information, c'est que souvent les fumeurs pensent bien faire en jetant les mégots dans les grilles d'évacuation des eaux de pluie, qui confondent souvent avec les égouts. Et en fait, c'est pas les égouts. La mer, elle commence à ce niveau-là. Ce sont les grilles qui permettent d'évacuer la pluie en cas de pluie. Et ensuite, tout ça se jette dans le Lèze et finit dans la mer. Donc tous les mégots jetés dans les grilles d'évacuation de pluie finissent en mer. Alors les cendriers de poche, ça permettrait d'améliorer la situation? Alors ce serait une solution vraiment importante à mettre en place. Ce serait bien que sur les plages l'été, des personnes, des agents distribuent directement sur la plage aux fumeurs ces cendriers de poche, parce qu'on sait que un fumeur, ils existent. On sait qu'un fumeur, il aura du mal à faire la démarche d'aller chercher un cendrier à un endroit donné. Donc il vaut mieux les distribuer sur la plage et en même temps ça permet de sensibiliser les personnes et pourquoi pas en même temps aussi de ramasser directement les mégots qu'on trouve sur son parcours. Ça ferait trois opérations en une, ça peut être sympa que des agents s'occupent de ça. Très bien, écoute, merci, on va vous aider à nettoyer la ville. Merci, nous en tout cas on fait tout notre possible à notre niveau pour montrer l'exemple pour les générations futures, parce que le mégot va devenir vraiment un fléau, on n'en parle pas assez, donc merci à vous de prendre un peu de temps pour développer ce sujet. Mais quand on est passionné par son village, passionné par la mer, on aimerait bien que les mégots disparaissent des rues. Les mégots et tous les autres déchets d'ailleurs. Donc le mégot, on parle du mégot, mais c'est le premier déchet qui arrive en tête du classement des déchets jetés par terre. Et ça met combien d'années pour Donc un mégot, ça va de 2 ans à 15 ans, 20 ans, et ça pollue 500 litres d'eau. Un seul mégot pollue 500 litres d'eau, c'est énorme. Ici, c'est pas les égouts. Ici, c'est les grilles qui permettent à l'eau de s'évacuer dans les rivières quand il pleut. Et donc, tous les mégots que vous voyez, tous les déchets, aux prochaines pluies, l'eau va tomber ici et tous les déchets vont être emportés dans le tuyau qui part ici sous le restaurant et ça va se jeter dans le Lèze, dans la rivière qui est juste à côté. Et ensuite, la rivière, elle se jette dans la mer. Donc en fait, tous les déchets qui sont là vont finir leur parcours dans la mer. Donc on peut dire ici commence la mer. Okay, donc on va vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'enlever. Quand vous savez que c'est pas que des mégots, déjà tu remarques qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du plastique, du carton. Des pailles. Mais des pailles. Des cotons-tiges. Des tickets, je ne sais pas, une carte de visite d'un resto. Ouais, c'est une carte de visite d'un resto. Vous voyez les pailles qu'on retrouve? Je ne sais pas si vous avez vu cette image où il y a une tortue qui a une paille dans le nez. À la télévision. Bon ben voilà, la paille elle est ici. Il ne faut plus commander de paille dans les bars, dans les restaurants. La paille on s'en sert juste 2 secondes et puis ensuite on la jette. Ça n'a aucun intérêt. On ramasse les déchets aujourd'hui partout à Palavas, c'est super important parce que nous sommes dans un état d'urgence au niveau de la plastification des océans. Et on invite tout le monde de prendre soin de la planète et de leur ville, devant chez eux, derrière chez eux, même quand ils ne sont pas chez eux, de prendre soin de la planète. Et puis bien sûr, pour finir ce journal, je vous ai réservé une petite surprise avec un extrait du spectacle qui a eu lieu au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le Retour des Saintes. Étrange territoire que ce delta divisé en îles par les Rhônes anciens. Rhône du Galéjon, d'Ulmay, de Saint-Ferréol, de Boismot, de Péquet, d'Albaron. Ainsi les nommait-on il n'y a pas si longtemps. Îles couvertes de profondes forêts, où chevaux, taureaux et autres bêtes sauvages y vivaient en grand nombre. Les cartulaires les plus anciens dénommaient ce pays les îles Sticades. Depuis le néolithique, 5000 à 2500 ans avant notre ère, des hommes l'ont occupé. Les tout premiers furent les Ligures et les Ibères, et plus tard, les Celtes ou Gaulois durant l'Antiquité. Vivant en clan ou en tribu,
chaque groupement domestico-religieux avait ses propres héros ou divinités et ses prêtres pour les célébrer. À défaut d'abris naturels, ils bâtissaient de grands villages lacustres. Anatilia fut le plus peuplé. Ce furent eux les premiers à cultiver le sol et à domestiquer les animaux sauvages. 3000 ans avant notre ère, les premiers navires crétois apparurent en reconnaissance. Leur arrivée allait ouvrir ce pays à la prospérité, la mer et les fleuves complices, faisant de ce delta la seule voie d'accès au cœur de la Celtique ou Gaule transalpine. 2700 à 2100 avant notre ère, c'est par le Rhône encore qu'à partir de la 4e dynastie, les Égyptiens échangèrent les produits de l'Afrique avec l'ambre et l'étain des régions nordiques. 1500 à 800 avant notre ère, les Phéniciens, hardis navigateurs et commerçants et pirates aussi, suivis par les Carthaginois, les premiers conquérants, qui avaient fondé déjà le royaume de Cadix en Ibérie, s'installèrent eux aussi en y créant un comptoir commercial. Longtemps, ils conservèrent le monopole des échanges entre l'Orient et l'Occident. 600 ans avant Jésus-Christ, les Phocéens, précisément les Massaliotes, à l'origine de Marseille, occupent le site. Ils construisent un port, des ateliers, des entrepôts et même un temple dédié à Artémis, la sœur jumelle d'Apollon. Cet ensemble bâtit le premier à Tournon, le puits d'Amra. 150 à 50 ans avant Jésus-Christ. Les Romains, peuple conquérant mais organisé sur terre et sur mer, écrasent l'empire de Tide et de Carthage et se soumettent tout le peuple gaulois. C'est le renouveau de la prospérité. De vastes domaines, de somptueuses villas morcellent cette terre à nouveau administrée avec l'assentiment des peuples inodorants. Cette pluralité de races, d'ethnies, de tribus et de clans, avec leur propre culte, dominait. Mais cette superposition et cette cohabitation ne pouvaient engendrer qu'un amenuisement certain et inévitable. La dévotion populaire se sentait portée vers une divinité unique, plus haute, plus pure, qui s'intéresserait davantage à l'individu qu'au groupe ou à la cité, et surtout qui se ferait connaître. Le paganisme qui avait pris racine dans les fibres les plus secrètes de l'âme plébéienne, l'essor de cultes orientaux pratiqués dans les cultes et les camps de légionnaires et les centres d'échanges commerciaux avaient préparé les voies à la pénétration chrétienne. Du druidisme celtique au mitréacisme gréco-romain, l'évolution avait été continue comme irrésistible. Les notions de mort, de résurrection, de rédemption et de salut éternel s'étaient peu à peu dégagées et s'affirmaient dans le monothéisme que portait en germe le christianisme. Apôtres ou saintes femmes pouvaient venir. Ben voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et croyez-moi que la semaine prochaine, je vais vous faire découvrir l'édition spéciale parce que j'ai testé pour vous 2 jours de vacances fluviales. Vous saurez tout sur... Voilà, c'est fini. Et bien voilà, c'est fini pour Happy TV, le mag de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une édition spéciale. J'ai testé pour vous un week-end fluvial. Je vous donne bien sûr rendez-vous le 31 octobre pour Palavas TV, pour la Salvetat TV. Et bien sûr, je vous invite à visionner le spectacle des Saintes Maries de la Mer dans son intégralité. C'est sur le site Happy TV, nos communes, les Saintes Maries de la Mer. Ciao, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et surtout, restez curieux. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé.
J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité.